Un otaku, c'est le terme japonais pour désigner le fan, le grand fan. En fait, otaku, c'est surtout pour désigner celui qui ne se consacre qu'à sa passion. Ah, il y a un ami. Oh, le bouquin ne tient pas du tout. Oh, maintenant. Oui, ça y est. Il y a des dessins animés pour enfants, il y a des dessins animés pour adolescents, il y a des dessins animés pour adultes, il y a des dessins animés pour jeunes mamans, ou pour mamans tout court, il y a des dessins animés pour personnes âgées, il y a des dessins animés pour les gays aussi, il y a des dessins animés pour les businessmen. 1978. En France, comme chaque soir depuis 15 ans, et presque sans interruption, Nounours s'adresse aux enfants pour leur signifier qu'il est temps d'aller dormir. D'autant plus que le JT va bientôt commencer et que ces cohortes de chefs d'État et de conflits ne sont pas un spectacle pour leurs yeux innocents. Nounours, au service des parents, règne en maître, seul ou presque, sur l'imaginaire télévisuel des petits Français. Tout semble ne jamais devoir changer, là comme ailleurs en Europe. Mais d'ici l'automne, tout aura basculé. Pendant les 20 prochaines années, venus de l'autre bout du monde, robots géants et orphelins aux grands yeux déferleront en masse sur le petit écran, alimentant l'inconscient de toute une génération qui grandira alors avec les mêmes références que les jeunes japonais. Comment tout cela a-t-il commencé? Pourquoi une telle fascination des enfants et une telle inquiétude des adultes? S'agissait-il, comme certains l'ont pensé, d'une invasion planifiée? Et pourquoi, malgré leur succès, ces animés ont-ils brutalement et presque totalement disparu des chaînes de télévision? Préparez-vous à remonter le temps pour parcourir 2 décennies d'une histoire des plus animées, celle d'une invasion pacifique. C'est la seule vérité. Les dessins animés japonais sont arrivés en Europe à la fin des années 70. Mais comment expliquer qu'ils soient parvenus sur le vieux continent en passant par la France? Pour le savoir, il faut se tourner vers le milieu des années 70. En France, comme dans le reste de l'Europe, Programme Jeunesse rimait avec Nounours, Saturnin et autres Casimir. Mais en 1978, tout bascule avec l'irruption d'un robot géant luttant pour la survie de la race humaine. Tout débute avec un homme, Bruno René Huchez, cadre dans l'industrie pétrolière et employé chez Marubeni France, énorme entreprise, derrière Mitsubishi notamment, qui se voit confier une mission, trouver des produits français capables de plaire aux Japonais et éventuellement l'inverse. C'est alors qu'une rencontre imprévue se produit. Notre compatriote est au Japon, dans sa chambre d'hôtel, il regarde la télévision et zappe en permanence. Soudain, un dessin animé. C'est très plaisant, ça bouge beaucoup, ça pourrait être bon pour le marché européen. Il se renseigne et apprend que c'est la société Toei Animation qui détient les droits. Il les rencontre, mais les gens de la Toei pensent que les Occidentaux n'y comprendraient rien et que ça ne leur plairait pas. Les Japonais évaluaient alors les ventes en nombre de postes de télévision, et la France, avec ses 50 millions d'habitants et son unique chaîne, ne pesait pas grand chose pour eux. En comparaison, au Japon, la télévision est privée dès le début. Les chaînes nippones sont déjà en concurrence, et avec une population de 100 millions d'habitants, le marché est important. Osamu Tezuka, l'auteur de manga le plus remarqué d'après-guerre, adapte en 1966 pour Fuji TV son Tetsuwan Atomu, ou Astro le petit robot chez nous. Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures. Le succès est tel que les autres chaînes en demandent et la machine est enclenchée. Tout cela est fait au Japon pour des Japonais. Contrairement aux idées reçues, ces produits-là n'étaient pas du tout faits pour l'exportation, bien au contraire. Je m'appelle
Nathalie, sauvez-moi. Toi, tu t'appelles Nathalie avec des yeux bridés et ta face de citron? C'est quoi, idiot? C'est Charmitan, mais elle s'appelle Nathalie, c'est pour l'exportation en France. Pour Uchez, toute la question est alors de montrer en quoi le marché français est digne d'intérêt. Coup de chance, il va trouver le moyen de faire battre le cœur des Nippons grâce à un bon produit français à leur vendre. Un jour, alors que Monsieur Cano, le président de la société, doit s'occuper de ses enfants pendant la soirée, il demande à Uchez de leur projeter des dessins animés. Dès le générique de Getter Robo, la marmaille déchaînée s'arrête immédiatement dans un silence quasi religieux. Uchez en profite alors pour aller dans la pièce d'à côté pour regarder un match du 15 de France. Tandis qu'il hurle en bon supporter, les enfants débarquent dans la pièce et c'est rapidement une dizaine de gamins qui hurlent avec lui. Le grand patron de Marubeni arrive, étonné, et commence à lui poser des questions sur ce sport. On a le droit de se taper dessus? Pourquoi ne joue-t-il pas qu'avec les pieds? Il est fasciné par la gueule de Spanghero et les gros plans de Doga, monstre de muscles. Il aime l'idée de deux nations qui s'affrontent en choisissant 15 champions. Ils se retrouvent après le match pour fêter ça dans un club à l'ambiance chaude, et après quelques mêlées et avoir pas mal bu, ils finissent ivres-morts, mais un lien personnel s'est ainsi formé. Les Japonais font alors confiance à Uchez, mais il faut maintenant faire rentrer Goldorak, Candy et les autres en Europe, à commencer par la France. Notre Français finit par obtenir un rendez-vous avec l'épouse du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport de l'époque, face à qui il essuiera un échec. Mais la télévision se développait en France et la deuxième chaîne était en train de créer son unité jeunesse. Quelque temps plus tard, il eut rendez-vous avec le nouveau responsable jeunesse qui visionna tous les produits ramenés de Tokyo par Uchez et promit de signer un bon d'achat. Uchez avait finalement réussi à imposer Goldorak sur Antenne 2. Notre Français culotté avait donc réussi à briser une première barrière culturelle. Cocorico alors? Eh bien, pas vraiment, car si la France a bel et bien importé Goldorak et ses copains, ces animés n'avaient pas encore été diffusés. Et pour la première diffusion, la France sera alors battue de quelques mois par un autre pays. L'invasion va ainsi frapper bien plus fort ailleurs. C'est en fait en Italie que les catalogues de dessins animés d'Uchez déclenchent la folie. Comment alors expliquer que l'Italie prenne le relais et dépasse la France? Notre Français, qui possède les licences de tous ces dessins animés, y rencontre un certain Vittorio Ballini, dont la société a besoin de programmes pour la 5 de Berlusconi. Il veut tout lui acheter. À la RAI, Sergio Trinchero, qui s'occupe d'un programme de dessins animés, trouve un jour Nicoletta Artom, la responsable, dans tous ses états. Elle a vu des dessins animés japonais incroyables, quelque chose de tout à fait nouveau, du jamais vu. Un robot géant qui se transforme et s'envole, dirigé par un être humain. Les Italiens n'avaient jamais vu ça, et ils se posaient des questions, notamment sur la violence, mais dans le même temps, trouvaient le dessin animé très innovant. Ils suivent alors et dépassent même rapidement la France, car c'est chez eux que Goldorak va être adopté le plus vite, étant diffusé dès avril 1978 sur la RAI 2. Cette course effrénée à l'audimat explique ce besoin de programme et trahit également une faille juridique. En effet, en 1976, la Cour constitutionnelle italienne avait déclaré illégal le monopole de la RAI. En l'absence de législation, les chaînes privées se sont développées de manière anarchique. En 1978, on pouvait dénombrer 246 stations de télévision privées, et en 1980, 450. Et bien entendu, toutes voulaient diffuser des histoires de robots géants. L'Italie fait alors très rapidement face à une véritable avalanche d'animés avec pas moins de 70 robots différents en moins de 2 ans. Mais si en Italie on s'arrache très vite le robot géant, en France, un ultime péril menace Goldorak qui a été acheté mais pas encore diffusé. Chez Antenne 2, Jacqueline Joubert, la nouvelle responsable des programmes jeunesse, trouvait Goldorak horrible et Candy mièvre. Je voudrais savoir pourquoi tu veux absolument inviter cette personne. Et moi, Suzanne, je veux que tu me dises pourquoi tu veux absolument le savoir. Terry...
Comme ils étaient déjà achetés, elle voulait s'en débarrasser. Elle décida de les faire diffuser en catimini pendant l'été 78, se disant qu'à la rentrée, les anciens programmes reprendraient normalement. Ironie du sort, l'été fut terriblement pluvieux cette année-là et les enfants étaient tous devant la télé. Et c'est ainsi que Goldorak fut le seul programme à faire 100% de part de marché en France. Ce fut le début de la folie des produits dérivés avec les retombées que cela impliquait pour Antenne 2. Tout le monde voulait faire du Goldorak. La métamorphose de Jacqueline Joubert a été radicale. Du jour au lendemain, Candy et Goldorak n'ont eu à ses yeux que des qualités. Le robot d'acier sort alors vainqueur des épreuves en France et en Italie, et il se répand en Espagne où Mazinger, vendu par Uchez, obtient un énorme succès. Chez nous, on apprendra que bien plus tard que Goldorak était en réalité le troisième volet d'une trilogie dont les deux premières séries n'ont jamais été diffusées en France. Mazinger Z, originellement diffusé au Japon à l'automne 72, connut un grand succès au Japon et dans divers pays d'Europe. Dans les années qui suivront, qui correspondent à la période de la 5 en France, la télévision de Berlusconi se spécialisera dans les dessins animés pour filles, car l'avalanche de robots crée un tollé dans l'opinion publique, il faut donc trouver des choses inoffensives. L'invasion s'accélère et le marché européen est contrôlé par deux acteurs. D'un côté, le groupe de Berlusconi, la Fininvest, spécialisée dans les animés de sport et romantiques. Attaquant, attaquant, vous les petites filles. Attaquant, attaquant, vous êtes bien les plus malines. Oh Lucie, embrasse-moi, c'est assez d'espérer. Georgie, tu détiens grand secret. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier. De l'autre, en France, la société AB, qui est en charge de la case jeunesse sur une TF1 récemment privatisée, prend exemple sur Uchez et lui dame le pion en achetant les dessins animés restants, ceux pour garçons. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Les chevaliers du Zodiaque. Quel survivant de l'enfer, quel souvent croise le fer. Dragon Ball, la lutte infernale d'une petite fille, d'un enfant animal. Toute l'Europe est-elle donc désormais conquise? Eh bien non, un pays en particulier résiste à l'envahisseur et plutôt que de jouer la carte de l'importation directe, il va se montrer plus original et plus discret. L'Allemagne, le plus grand pays d'Europe, n'est pas le principal consommateur d'animés. Et si certains dessins animés des années 80 y sont connus, il ne semble pourtant pas qu'il y ait eu de réelle invasion. On peut alors se demander pourquoi l'Allemagne, qui avait commencé avant ses camarades européens à diffuser des animés, va suivre une voie différente. Effectivement, à partir de novembre 71, un animé japonais, Speed Racer, est diffusé sur la chaîne ARD avec un immense succès auprès des jeunes. Cet animé est importé des États-Unis, où il a été diffusé à la fin des années 60. 7 ans avant Goldorak, c'était la première fois qu'on voyait un tel dessin animé en Allemagne et probablement en Europe. Cependant, Speed Racer est peut-être trop en avance sur son temps, car dès le premier épisode, le magazine Der Spiegel critique violemment sa brutalité et des lettres de protestation de parents et d'éducateurs commencent à pleuvoir. Der Spiegel a persisté en parlant d'horreur et de spectacles sanglants et cette levée de bouclier est allée jusqu'au chancelier qui a alors décrit le dessin animé comme étant pire qu'Hitler et que le Troisième Reich. Pour comprendre cette réaction, il faut la replacer dans le contexte de l'époque. La fin de la Deuxième Guerre mondiale est encore toute proche et le spectre de l'échec de l'éducation allemande est dans tous les esprits. On peut imaginer un lourd sentiment de culpabilité chez beaucoup d'Allemands et l'idée de voir poindre la moindre perversion chez la jeunesse post-guerre peut vite faire craindre le pire. C'est ainsi qu'au bout de seulement 3 épisodes, Speed Racer fut déprogrammé. À l'automne 72, la chaîne commande alors une enquête scientifique à grande échelle avec l'idée de relancer la diffusion du dessin animé. Celle-ci conclut que la série est passionnante mais qu'elle présente des risques pour les enfants. Toute diffusion devenait donc impossible
possible, mais dans ce contexte des moins propices, un homme va trouver une solution des plus originales. Joseph Goelen, à la tête des programmes jeunesse de la ZDF, la seconde chaîne allemande, a besoin de programmes adaptés au nouveau goût des jeunes. La décision est alors prise de créer eux-mêmes des dessins animés, mais cela impliquait des savoir-faire absents et des budgets très élevés. Les Américains n'étaient pas très ouverts à la coopération avec les Allemands, mais ironie du sort, quelques années plus tôt, la ZDF avait été contactée par deux Japonais qui se trouvaient en Allemagne, Isao Takahata et Hayao Miyazaki. Ils avaient été envoyés en mission par leur studio pour négocier les droits d'un livre pour enfants, Fifi Brin d'Acier, qu'ils voulaient adapter. Cela n'a pas été possible et finalement ils sont allés visiter la Suisse et ont pensé à Heidi, et ils viendront finalement en Allemagne pour négocier les droits. La ZDF décide donc de coproduire Heidi avec la Nippon Animation. Diffusée en Allemagne en septembre 1977, Heidi devient rapidement un succès en Europe, bien avant Goldorak, mais il s'agit d'un succès dans un registre bien différent, puisqu'il est familial. Commence alors une longue collaboration avec la Nippon Animation, qui cherchait à réaliser des dessins animés adaptés à l'exportation, et dont le plus connu est Maya l'abeille, qui paradoxalement fut en son temps critiqué, notamment par certains qui jugeaient l'animé trop proche des valeurs conservatrices. Malgré tout, les Allemands continuèrent dans cette voie collaboratrice. Si l'Allemagne prend un chemin différent, Goldorak a bien pulvérisé les écrans français et italiens. Derrière lui s'engouffrent des centaines d'autres dessins animés japonais. Les années 80 voient ainsi s'installer sur toutes les grandes chaînes et à des heures de grande écoute, ce que l'on appelle alors, de manière erronée, les mangas. Dans les 15 années qui vont suivre l'arrivée de Goldorak, on dénombrera en France plus de 170 dessins animés japonais différents et plus de 200 en Italie. Cela fait plus de 10 dessins animés originaux par an, sans compter les rediffusions. Pour donner un ordre de comparaison, depuis 2000, on en dénombre seulement 12 sur les grandes chaînes françaises. Autrement dit, à ce moment-là, on en voyait autant dans une année que tout ce qui a été diffusé depuis 15 ans. Ces animés séduisent tous les jeunes, garçons et filles sans distinction, et l'engouement qu'ils suscitent peut parfois paraître surréaliste. Par exemple, quand, dans un épisode de Candy, Anthony meurt d'une chute de cheval, Antenne 2 reçoit alors un torrent de courriers de protestation et de plaintes de parents, estimant que la mort du personnage perturbait les enfants. Antenne 2 modifie alors le scénario et le doublage pour indiquer qu'Anthony n'est pas mort et qu'il est devenu handicapé à la suite de son accident. On a rarement vu un tel attachement au héros d'un dessin animé. Dès le début des années 80, les dessins animés japonais fascinent les petits Français et autres Européens comme jamais et s'invitent partout dans la société avec une facilité et une audace déconcertantes. Tandis que nous laissons Jacques Martin avec... Écoute, d'abord, je suis ravi de voir à quel point tu respectes notre ministre de la Justice, parce que Ah non, c'est pas lui, c'est pas l'imperfide, c'est Gaulle. Ah, certain, oui, certain. Tu es certain de ça? Certain. Pourtant, à la forme des oreilles, j'aurais bien juré. Pourtant, on aurait tort de n'y voir là que l'attrait de la nouveauté, et on peut se demander comment des adultes japonais ont été capables de mieux parler aux enfants que les adultes de leur propre société. Pour tenter de répondre à la question, il faut se plonger dans le passé nippon et dans l'obsession qui en découlera de se moderniser vite et efficacement. Au 19e siècle, des vaisseaux noirs arrivent dans les baies japonaises. Ce nom était donné à des bateaux occidentaux, le noir faisant référence à la peinture de leur coque et à la fumée de charbon qu'ils propageaient. Ce nom désigne en particulier les navires Mississippi, Plymouth, Saratoga et Susquehanna, arrivés en 1853 sous le commandement d'un officier américain, le Commodore Matthew Perry. Mais non, pas lui, voilà, c'est plutôt ça en fait. Celui-ci arriva pour la première fois le 8 juillet 1853 avec ses 4 navires dans la baie d'Edo, aujourd'hui Tokyo. Il apportait une lettre du président américain Millard Fillmore qui demandait l'ouverture de ports japonais et exigeait un reçu officiel. Le shogun demanda du temps pour réfléchir, mais Perry indiqua qu'il reviendrait et qu'il attendrait une réponse à la lettre.
L'année suivante, le 31 mars 1854, Perry revint avec 8 navires et des exigences encore plus marquées, forçant le shogun à adhérer à un traité de paix et d'amitié établissant des relations diplomatiques officielles entre le Japon et les États-Unis. Ainsi, ces navires noirs incarnent le symbole de la fin de l'isolement nippon et planteront la graine d'une volonté de modernisation du pays. Le Japon prend conscience de sa taille face aux géants européens et américains et veut alors devenir lui aussi grand. Dès lors, on peut considérer les Japonais eux-mêmes comme des orphelins volontaires qui veulent se détacher de leurs racines ancestrales et rattraper leur retard technologique pour pallier à une peur de l'écrasement. Cette obsession va amener à un développement militariste et à une volonté colonisatrice, les ressources naturelles étant insuffisantes au Japon pour nourrir ce désir d'émancipation et d'évolution. Cela amènera notamment à la guerre du Pacifique contre les États-Unis, qui se conclura avec les sanctions implacables d'Hiroshima et de Nagasaki. Malgré leur volonté, les Japonais sont alors plus que jamais vaincus et en infériorité. Ainsi, dans l'après-guerre, les Japonais investissent massivement dans la technologie pour rattraper leur retard. C'est un succès et le Japon devient un modèle. À ce propos, ils ont présenté aux industriels nippons le prototype de la nouvelle Renault. Ainsi que le tout dernier Walkman miniature français que voici. Dans les années 70, le robot géant devient l'incarnation d'un nouveau Japon. Un enfant qui, grâce à la technologie, atteint une taille d'adulte, capable de se défendre et de rivaliser avec les adversaires les plus coriaces. D'ailleurs, enfants et robots sont intimement liés. Astro Boy, s'il n'est pas géant, est lui-même un enfant au corps de métal. Plus tard, Evangelion incarnera également ce lien enfant-technologie avec le succès qu'on lui connaît. Dès lors, on comprend mieux le succès auprès des enfants de ces robots géants. Oui, me direz-vous, mais Actarus, le prince de Fort, n'est pas un enfant? Effectivement, si tous les personnages de dessins animés d'alors ne sont pas forcément des enfants, ni même des pilotes de robots géants, il y a un élément moins évident qui lie beaucoup d'entre eux. Pour bon nombre, ils sont orphelins, et les exemples ne manquent pas. Princesse Sarah, mignonne petite fille. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie lactée. Les chevaliers du Zodiaque. On peut alors s'interroger sur la raison de la récurrence de ce thème et se demander pourquoi et comment il a participé au succès de cette vague animée. Après la guerre du Pacifique, les Japonais découvrent qu'on leur a menti sur leur supposée supériorité militaire et in fine sur la destruction de leur empire. La génération post-défaite ne fait alors plus confiance aux aînés et doit se réinventer. Entre les visions d'horreur des attaques atomiques, la honte de la défaite, l'entrée dans la modernité et l'ouverture à l'occupant américain, cette nouvelle génération est marquée par de nombreux traumatismes. À plus d'un titre, le Japon devient un pays orphelin de son passé et il devient obsédé par le besoin de grandir au niveau des grandes nations. Les objectifs étaient alors multiples: retrouver un sentiment de filiation, d'appartenance, grandir, devenir adulte, fort et indépendant. Le Japon se cherche une voie, une identité nouvelle. La génération des auteurs de manga des années 60 et 70 a connu, enfant, le Japon affamé et chaotique. Le discrédit retombé sur les aînés était total, car ils avaient dans l'ensemble soutenu les militaristes. Mais à présent, on découvrait que l'empereur n'était pas un dieu et que les adultes avaient menti. Toute une vague d'artistes a alors commencé à revisiter les enseignements parentaux qui avaient jugé que certains sujets comme la guerre ne concernaient pas les enfants. Cette nouvelle vague créatrice laissa alors de côté l'angélisme, parlant ainsi aux enfants de choses sérieuses en usant de métaphores et d'allégories. Cela amène au concept de guerrier de la paix, incarné entre autres par Albator. Dans la mythologie du créateur de la série, Leiji Matsumoto, un vaisseau, le Yamato, donnera son nom à toute une saga
saga pré-Albator, Uchu Senkan Yamato, littéralement le cuirassé de l'espace Yamato. Dans cette épopée animée, le vaisseau imaginaire est construit à partir de l'épave d'un cuirassé éponyme de la Seconde Guerre mondiale, mais paradoxalement, il n'est pas là pour semer la mort et la destruction. Tout cela est inédit pour les enfants d'alors, à qui on ne parlait pas de la guerre, encore moins dans les dessins animés, ou alors sous une forme très moralisatrice. Autre exemple avec Goldorak, où on voit que les figures ennemies sont loin de celles, en général manichéennes, des dessins animés américains. Ici, les antagonistes sont des individus à part entière, parfois en désaccord entre eux, et cela projette donc un discours radicalement nouveau à destination des jeunes. Dargos, tu es responsable de cette effusion de sang. Bien sûr, c'est toujours moi qui trinque. La mise en scène de l'orphelin n'est alors pas anecdotique. Sans parents, sans repères, sans guide, il doit affronter la vie et grandir plus vite que prévu pour y faire face. Le héros de ces animés ne peut pas compter sur les adultes, même quand ils sont présents, ceux-ci pouvant se montrer fourbes ou mal intentionnés. Candy, Heidi, Rémi, Actarus, Sangoku, tous sont des orphelins d'une façon ou d'une autre. C'était inconcevable dans les dessins animés européens où il y avait toujours des figures parentales. Dans les dessins animés japonais d'alors, ces entités parentales sont soit manquantes, soit très ambiguës. C'est Vitalis, dans Rémi sans famille, qui l'achète à ses parents adoptifs et le lance sur les routes. C'est Mendez, l'adulte, qui accompagne l'orphelin Esteban dans les cités d'or, tandis qu'on ne sait pas vraiment s'il le protège ou s'il se sert de lui. Ici, l'orphelin doit trouver sa propre voie. Suivant un parcours initiatique, il va traverser des épreuves dont il sortira grandi, et cela donnera un sens à son existence. En résumé, l'une des nouveautés apportées par ces animés venus du pays du soleil levant, c'est le fait qu'inconsciemment, il soufflait un message aux enfants. Comptez d'abord sur vous. Il faut faire preuve d'astuce, de ténacité, mais on peut s'en sortir. Il se mettait au niveau des jeunes téléspectateurs sans forcément les abrutir par un angélisme mièvre et niais. Il les rassurait sur leur capacité à affronter la vie. On était alors aux antipodes d'un certain nounours. Ainsi, dans de nombreux animés de cette période, les histoires furent conçues pour des Japonais d'une société qui se cherchait, parlant alors bien mieux aux enfants de l'angoisse du monde à venir, et ceci allait également résonner aux oreilles des petits Européens. Ils ne délivraient pas une morale stricte et passéiste, mais un message positif. C'est dur, mais bats-toi et tu y arriveras. Les années 80 et 90 voient donc les animés s'installer en masse sur les chaînes de télévision françaises avec des records absolus d'audience et de popularité, mais aussi une influence directe sur les jeunes. Par exemple, à la rentrée 1987, en France, le nombre de benjamines inscrites à la Fédération française de volleyball a plus que doublé. Même chose en Italie et en Espagne. Comment l'expliquer? C'est très simple. Au même moment est diffusé Jeanne et Serge. Cette série exemplifie l'impact profond des dessins animés japonais sur les jeunes européens d'alors, qui dépasse largement le simple cadre des produits dérivés, et ceci nous amène non pas à un autre aspect novateur expliquant le succès des animés, mais à 3 d'entre eux qui sont, nous allons le voir, intimement liés. Premièrement, l'arrivée des animés dans nos contrées est synonyme de l'émergence du drame à destination des jeunes, qui en étaient jusque-là privés. Il ne faut pas l'entendre au sens strict de dramatique, mais plus au sens anglo-saxon de drama, puisque ce genre englobe aussi bien des romances, des comédies, de l'aventure et même de la science-fiction. Pour le dire simplement, le drama offre alors la possibilité de capturer l'attention du public grâce à une narration où on s'identifie à un personnage qui rencontre des obstacles, quels qu'ils soient, comme Monsieur ou Madame Tout-le-Monde, et cela malgré l'univers dans lequel il évolue. Wigman, un jeune garçon comme les autres. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Oh Lucie, l'embrasse-moi, c'est assez d'espérer.
L'idée est que quel que soit le thème ou le ton, les personnages sont écartelés, ils doutent, ils sont embarrassés, ils s'interrogent, ils ont plusieurs facettes, ils ne sont pas monolithiques ou manichéens, ils ne sont pas forcément sûrs d'eux-mêmes. Bref, il y a des conflits, des intrigues, des retournements de situation ou encore des quiproquos. Et tout cela est nouveau pour la jeunesse de ces années-là. Ni Casimir, ni Nounours ou encore le Manège Enchanté ne les avaient préparés à ça. Salut les copains! Bonjour Oscar! Bon anniversaire tonton! Toi aussi? Oh, j'aurais dû m'en douter. Je me suis caché dans ton nuage, à la montagne! Cela donne lieu à une dichotomie très marquée par rapport à l'offre de cette époque des catalogues européens et américains. En effet, ces derniers avaient surtout une dimension éducative ou moralisatrice. Les univers, les scénarios et les personnages étaient le plus souvent édulcorés et infantilisants. Pour prendre un exemple très parlant, Musclor, malgré sa popularité, ne se prêtait guère à une identification possible de la part de nos chères têtes blondes, et il semblait également difficile de se faire véritablement du souci pour lui, étant donné le monolithe de testostérone qu'il incarnait. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas divertissant pour autant, mais à part sa faculté à vendre des jouets, on imagine mal comment on pouvait véritablement s'attacher à lui de manière profonde. Tandis que, venus d'Asie, les animés japonais proposaient pour beaucoup de vrais récits dramatiques, aussi bien aux enfants qu'aux ados. Tu t'envoles vers les aventures les plus folles. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Ce qui est très japonais dans cette approche plus sérieuse de raconter des histoires et qui a séduit les jeunes Européens, ce n'est donc pas une mise en scène glorifiant la violence, la compétition ou un antagonisme aveugle et binaire comme beaucoup ont pu le croire superficiellement. Ici, les personnages, certes, luttent contre, mais ils luttent aussi et surtout ensemble, comme le montre d'ailleurs presque systématiquement Actarus, qui s'appuie très souvent sur Alcor, le professeur ou encore Vénusia pour défaire ses ennemis. Haute au largue! Alcor! Tandis que les animés japonais posaient ici ou là des questionnements sur la condition humaine, les dessins animés européens et américains évacuaient ce sujet. La complexité des personnages, la richesse dans leur comportement, tout cela était aux abonnés absents dans les productions américaines et européennes, et les exemples ne manquent pas pour illustrer la nature manichéenne de beaucoup des antagonistes mis en scène. Nous avons perdu sa trace. Imbécile, il doit bien se trouver quelque part. Soldats, fouillez ce secteur. Oui, Discord, à tes ordres. Bien des pays donneraient tout pour posséder l'arme la plus puissante du monde. Faites-leur savoir que les enchères commencent à 50 millions de dollars pour un fragment du météore qui tue. De cette thématique du drama découle un second point intéressant et révélateur. Cette idée de profondeur, de richesse et de complexité de la psyché humaine, on la retrouve au cœur du bouddhisme japonais. Il faut exceller dans sa voie, le Do, mais on ne le fait pas pour sa gloire personnelle ou pour être un héros adulé. Il s'agit de quelque chose de mystique, difficile à comprendre pour les occidentaux. On retrouve cette notion dans énormément d'animés où le héros poursuit une passion, peu importe le sujet, cuisiner, pêcher ou pratiquer un sport. L'important, c'est de suivre totalement cette voie.
Ces idées et ces visions sont nouvelles pour les petits Européens, car traditionnellement, en Occident, il y a des domaines nobles et d'autres pas. Par exemple, dans le système éducatif français, être dirigé vers un CAP de cuisine est très souvent vécu comme une sanction ou un constat d'échec. Les animés ont permis, plus ou moins consciemment, de lézarder chez les enfants cette hiérarchie et d'introduire l'idée que l'essentiel n'est pas ce qu'on fait, mais comment on le fait. Si on est sincère, si on y met tout son cœur, il n'y a aucune honte à avoir, même s'il s'agit simplement de jouer au foot et non pas de sauver le monde. D'ailleurs, on pourra trouver des exemples intéressants qui montrent à quel point les animés sont capables de valoriser des activités ou des secteurs improbables, ou en tout cas souvent regardés chez nous d'un mauvais œil par beaucoup. Silver Spoon, par exemple, propose un héros qui va s'inscrire dans un lycée agricole perdu dans la campagne. Il va y découvrir un mode de vie différent de celui de la ville, ainsi que la réalité de la vie d'agriculteur éleveur. Hikaru no Go, lui, a relancé le jeu de Go auprès des jeunes japonais, puisqu'il était alors majoritairement joué par une génération plus âgée et donc tombé en désuétude. On peut alors se demander s'il avait été diffusé sur les chaînes françaises à l'époque où les animés avaient encore le droit de citer, si le Go se serait alors fermement implanté chez nous. Et tout cela nous amène à notre troisième et dernier point, démontrant en quoi les animés d'alors prenaient leur public plus au sérieux et en quoi ils n'existaient pas uniquement pour vendre des produits dérivés par la suite. En effet, à cette approche narrative et tonale nouvelle du drama s'allie une autre trouvaille, elle aussi novatrice, sur le plan visuel cette fois. Il s'agit d'une animation toute particulière, celle-ci étant limitée. Dans un animé de l'époque, parfois un épisode de 20 minutes aurait pu en réalité tenir en seulement 4 ou 5 minutes, car on a affaire à une dilatation du temps. Pegasus! Seiya no ken ga Pegasus no 13の星の奇跡を描いている。くそ、こんな子供騙し。やめろカシオス！ Au départ, il y a une origine économique à cela, afin de diminuer le nombre d'images pour abaisser les coûts de production. Les Japonais ont ainsi, peut-être involontairement, créé un langage nouveau à partir d'une contrainte. Comme il y a moins de mouvements, il faut davantage soigner chaque plan pour tirer le maximum d'impact. Et finalement, cela résulte en des visuels qui captent l'attention plus facilement et qui sont alors susceptibles de marquer les esprits. Qui, dans la cour de récréation, n'a jamais tenté de reproduire une attaque des Chevaliers du Zodiaque ou un Kamehameha ? Et tant que nous en sommes à parler de spécificité visuelle, on ne peut pas faire l'impasse sur l'un des aspects des animés, et même des mangas en général, qui a souvent été pointé du doigt, celui des grands yeux. Comme les dessins étaient souvent simplifiés à l'extrême pour des raisons de temps et de budget, il fallait aller à l'essentiel. Et sur un visage, ce qui permet d'exprimer au mieux et au plus vite les sentiments, ce sont les yeux. Leur disproportion est donc fonctionnelle. Difficile ainsi d'y voir une volonté d'enlaidir les personnages ou de proposer un produit vite fait, mal fait, comme certains semblent toujours tristement le penser. Vous êtes très coupable en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est... Même chose avec les cheveux. S'il y a souvent des personnages aux colorations capillaires fantaisistes, c'est parce que ça permet de les identifier et de les différencier rapidement et facilement. Nous sommes donc loin de la légende d'alors qui voulait que les Japonais s'occidentalisaient par honte de leur physique. Ces clichés témoignent surtout de l'incapacité de beaucoup de parents et d'adultes de penser le monde en dehors de la norme à laquelle ils sont habitués. Mais les enfants, eux, encore relativement vierges de formatage social et idéologique, ont pu accueillir et regarder ces animés avec des yeux curieux plutôt que méfiants et désapprobateurs. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et cette lune de miel ne pouvait pas durer éternellement, surtout à partir du moment où certains parents se sont
finalement intéressés à ce que leur chère progéniture regardait sur le petit écran. En opposition aux enfants et aux ados qui accueillaient cette nouveauté animée à bras ouverts, trop contents de découvrir ces univers et ces personnages hauts en couleur, des adultes, dont certains avaient une influence sur la programmation télévisuelle de l'époque, ont vu ces japonaiseries d'un mauvais œil. Au niveau du traité de l'image, c'est pisseux, c'est absolument immonde, c'est mal joué, c'est mal doublé, alors les personnages bougent les lèvres, et puis il n'y a aucun son qui en sort, ou il y a des sons, et puis ils bougent plus les lèvres. Je crois qu'il faut d'abord couper la tête aux Japonais. Comme ça, en plus en France, on produit beaucoup de choses bien. Chez eux, c'est plutôt harakiri. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui leur défrisa les moustaches et défie leur mise en pli au point de créer de véritables polémiques et d'amorcer le début de la fin? De nos jours, nous pouvons identifier au moins deux éléments bien distincts qui allaient mettre du vinaigre dans le vin. Ces deux facteurs étaient soit absents des dessins animés européens et américains précédant cette vague d'animés japonais, soit étaient tout de même présents mais n'apparaissaient pas sous la même forme, passant alors quasiment inaperçus aux yeux de l'entité parentale. Ces deux points d'achoppement, ce sont les idées de violence, Ken, survivant de l'enfer, Ken, souvent croise le fer, Ken, dans le chaos des esprits, Ken, contre les fous, les bandits, et de sexualité. En effet, encore aujourd'hui, dans les souvenirs de beaucoup, les dessins animés japonais gardent une aura de suspicion, quelque chose dont il faut se méfier. 10 actes de violence et 2 crimes sont commis en moyenne toutes les heures sur notre petit écran. Télé 7 jours et BVA ont demandé aux parents s'il y avait trop de violence à la télévision. À une large majorité, 85% d'entre eux ont répondu oui. On note que c'est la violence qui n'est pas légitime, qui n'est pas normale, qui choque les gens à juste titre, à savoir celle excessive qu'on peut trouver dans les séries américaines et encore plus excessive dans les dessins animés. Mais où est-ce qu'on est ici? On est descendu dans un endroit tranquille pour te régler ton compte. Tu as trop gagné. Oh, mais si vous continuez à être aussi brutal, vous allez perdre un client. La violence dans les journaux télévisés n'est pratiquement pas mise en cause. C'est vraiment la violence gratuite et inutile qui est mise en cause et la plus pernicieuse, donc celle qui peut toucher les jeunes. Encore une fois, c'est pourquoi nous avons interrogé les parents. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que 58% d'entre eux considèrent qu'il y a trop de violence dans les dessins animés. Attention, écarte-toi! Quand ce n'est pas à cause d'une certaine violence, peut-être d'ailleurs mal identifiée, c'est encore plus insidieux, voire tabou, lorgnant ainsi sur une idée d'érotisme masqué d'autant plus problématique puisque le médium vise très souvent la jeunesse. Mais alors, après toutes ces années, peut-on y voir plus clair? Ces animés affichaient-ils vraiment et volontairement violence déplacée et sexualité malvenue? Tout d'abord, pour ce qui est de l'idée de violence. De fait, certains de ces animés recyclaient, sous de nouveaux codes, des idées et des thèmes chers aux contes de fées ancestraux qui, eux, pouvaient, à l'origine, faire montre d'une certaine violence tout en étant destinés aux enfants. On kidnappe la princesse, des ogres dévorent les enfants qui ne mangent pas leur soupe, des parents vendent leur progéniture faute de pouvoir les nourrir. Par exemple, le roman originel de Heidi, écrit par Johanna Spyri, est empreint d'une certaine morale catholique, et Heidi y est dépeinte comme une petite sainte qui souffre en silence. Pour autant, dans le dessin animé éponyme, le message a été subtilement laïcisé. La petite sainte se bat contre l'adversité, et lorsque son ami retrouve l'usage de ses jambes, ce n'est plus par la grâce d'un sacrifice, mais plutôt le résultat de la sincérité de l'héroïne. L'adaptation nippone a donc réinterprété la morale d'origine pour en faire quelque chose de très contemporain, débarrassé de morale religieuse, quelque chose qui ainsi va parler de manière plus directe au spectateur. La violence morale est donc présente, elle est transposée et découle de quelque chose de bien plus ancien. Alors que nombre de parents voient une violence inacceptable dans les combats de Dragon Ball, des Chevaliers du Zodiaque et autres Ken survivants, elle est en réalité bien davantage dans Rémi sans famille et Heidi qui sont en prise à l'arbitraire des adultes. Les dessins animés acceptés et a priori inoffensifs de l'époque sont en effet souvent bien plus durs. Heidi est victime de brimades à répétition quand Candy enchaîne les injustices et les coups du sort.
Que dire de Rémi, vendu à un homme à qui la police empêche de faire des représentations pour se nourrir? Pour Jérôme Barberin, Rémi n'était qu'un enfant abandonné. Ce n'est pas notre fils, disait-il. On ne peut pas s'offrir le luxe de nourrir une bouche de plus. On peut même retrouver cette violence dans Maya l'abeille, chez qui la mort rôde toujours. Dessin animé animalier pour enfants et apparemment inoffensif, le contexte y est souvent dramatique, que ce soit la menace d'un incendie qui déclenche un véritable holocauste, ou encore l'araignée Tekla qui capture des enfants et argumente qu'elle doit bien se nourrir, à moins que Maya ne se sacrifie. Il y a alors une dimension presque cannibale, puisque les animaux y sont humanisés. Autrement dit, la violence est donc bel et bien présente dans certains animés, mais pas forcément là où la voyaient les observateurs adultes. Mais elle a un bébé à la maison! Et alors, parce qu'elle a un bébé à la maison, moi je dois crever de faim? T'as quelqu'un d'autre à m'offrir? Pour prendre un exemple très célèbre, le cas de Tom et Jerry. La violence y est omniprésente, constante, mais personne chez nous ne s'est élevé contre ce classique du cartoon américain, car cela serait apparu comme absurde. Cette violence y étant complètement déconnectée de la réalité et exagérée. Mais celle de Ken le survivant, qui a fait tant parler d'elle, n'est en réalité guère différente. C'est très répétitif, attendu, codifié, prend place dans un univers inexistant, et il est donc difficile d'imaginer les spectateurs faire des amalgames avec la réalité. N'oublions pas que dans Ken le survivant, ce sont toujours des affreux qui meurent dans une débauche d'effets grotesques, le tout enrobé d'un doublage français ridicule. Tu perds ton temps! C'est ce que tu crois, gros lard. J'ai une petite surprise. Ah, je maigris! Le bruit court que ce mystérieux personnage est à la recherche de l'homme aux 7 cicatrices pour se venger. Mais dans quel but Raymond Ray exactement doit se venger? Et quel secret se cache sous le voile de la mariée? Ça m'est égal, nah, ça fait même pas mal. Dans 7 secondes, tu seras mort! Non, non, pas 7 secondes, c'est pas assez, donne-moi de plus. T'es madame, mon frère. L'heure de ta vengeance va sonner. Il a cassé ma longue vue. Couteau de cuisine et petit canif. Tu sais, pour Rio. Au couteau, point marteau, picot d'eau. Donc non seulement c'est une fiction que l'on peut difficilement transposer dans notre quotidien, et de plus, elle ne met pas en jeu le pathos. On s'identifie peu ou pas au héros et à l'univers. Le deuxième point noir qui sonna la fin de la récré pour les animés de l'époque, c'est l'idée d'afficher la sexualité et possiblement de l'érotisme aux yeux des enfants. Mais là encore, il est possible que les adultes ne regardaient pas au bon endroit, ou faisaient une erreur d'appréciation. En effet, dès les années 90, on se scandalise dans la presse des petites culottes entreaperçues dans Dragon Ball, entre autres. Mais cette question de la sexualité était en réalité présente depuis longtemps, et elle est moins dans les petites culottes affichées ici ou là que dans les figures ambiguës ou androgynes, souvent passées inaperçues aux yeux des adultes, et pourtant plus subversives, ou en tout cas en avance sur leur temps. Avec Princesse Saphir, apparue en France en 1974, et d'ailleurs initialement diffusée sous le titre de Prince Saphir, son créateur, Osamu Tezuka, voulait offrir de nouveaux modèles aux filles et aux garçons. L'idée que finalement, peu importe votre genre, tout le monde peut être un héros. L'excellent accueil qu'a reçu l'anime en France n'est peut-être pas étranger à cela. On retrouvera par la suite cette confusion des genres dans de nombreux dessins animés, par exemple dans La Bataille des planètes avec le méchant Hermaphrodite, qui sera d'ailleurs fait femme dans la version américaine diffusée en France. L'érotisme est d'ailleurs également plutôt à retrouver chez les sylvidres d'Albator, ces étranges femmes plantes qui subjuguent les hommes, plutôt que dans un gag éclair chez Jeanne et Serge, montrant une Jeanne seins nus. Les adultes ne regardaient pas au bon endroit. On pensera aussi à Ranma et demi, où le héros se change en ravissante rousse au contact de l'eau froide, et bien sûr à Lady Oscar, basé sur la vie de la travestie la plus célèbre de l'histoire, le chevalier Déon, qui a eu un succès en France et en Italie. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ces animés ont eu du mal à passer aux États-Unis. En effet, le style graphique des animés tend à
l'est pur, et les enfants peuvent ainsi facilement s'identifier à des personnages censés être plus vieux, comme Actarus, ou de l'autre sexe. Ceci à l'inverse des États-Unis, où il y avait des cahiers des charges très stricts concernant les identités de genre dans les dessins animés. Par exemple, le personnage représentant l'autorité paternelle devait forcément avoir une moustache. Pour citer un exemple très parlant concernant la question de l'ambiguïté des genres, penchons-nous sur le cas de Sailor Moon. Cet animé joue complètement sur l'ambivalence des sexes. Les héroïnes sont toutes attirées par Uranus, un séduisant jeune homme qui s'avère être une fille. Sailor Moon passe très tôt en France par rapport au reste du monde. On est en 1993 dans le Club Dorothée et à l'époque, il ne déchaîne pas de critiques particulières. Mais les modifications sont nombreuses. Sailor Uranus est alors appelé Frédéric lorsqu'il est en civil, mais devient quand même une fille lorsqu'il se transforme. Au passage, on pourra mentionner un exemple beaucoup plus récent concernant la frilosité occidentale d'avoir comme personnage d'animé des héros à la sexualité mal définie ou incertaine. En 2018, alors qu'un remake des fameux Chevaliers du Zodiaque est annoncé chez Netflix, une compagnie américaine, Shun, le chevalier Andromède, qui apparaissait dans la série japonaise d'origine comme un jeune homme quelque peu efféminé ou à tout le moins très sensible pour un chevalier, se voit changer en femme dans la version américaine. Cela a pu laisser plus d'un fan perplexe puisque la sexualité originelle floue du personnage lui apportait une certaine dimension et venait enrichir sa personnalité en laissant planer un doute sur lui pendant toute la série. Ainsi, on pourrait dire qu'effectivement, les animés japonais ont apporté une certaine dose de violence et de sujets pouvant être considérés comme tabous aux yeux de nos sociétés occidentales, mais il semble difficile d'affirmer qu'il y avait là une vraie volonté de nuire ou encore de pervertir nos chères têtes blondes. Il semble davantage que les animés ne faisaient que réutiliser des thèmes déjà présents depuis longtemps dans des œuvres plus anciennes, dans le folklore ou dans l'inconscient collectif. Mais ils l'ont fait en s'adressant à un public jeune, avec des codes visuels jusqu'alors inconnus, et ce qui est nouveau et incompris fait souvent peur. Ce type d'image provoque comme l'habitude de manger très poivré. Après, ce qui n'a pas de poivre n'a pas de goût. Là où les enfants voyaient une petite culotte, ils y voyaient un gag ridicule et amusant. Les adultes y voyaient de l'érotisme caché. Lorsque Ken terrassait ses adversaires, les enfants y voyaient un justicier punissant les méchants, les adultes y voyaient une violence perverse. Exemple édifiant et parlant, avec ce que les traducteurs et auteurs de la version française de Goldorak, Michel Gatineau et Jeanne Val, qui doublaient d'ailleurs respectivement les voix de Procyon et Vénusien, ils nous racontent dans un article intitulé Goldoraquette du magazine Lui, paru en mars 1979. Nous avons, volontairement, rejeté tout ce qui pouvait rappeler les armes effrayantes découvertes aujourd'hui par la technologie militaire. Nous avions tous un point commun, un anti-militarisme forcené. Cela a donné fulgure au point, foudre au point, évocation jupitérienne, planetogire, raccourci de planétaire et autogire, autolargue, cornofulgure, astéro-H. Quand je pense que l'on m'a reproché d'étaler trop de violence avec ce feuilleton. La vraie violence, c'est le western, quand des hommes tuent d'autres hommes. Là, ce sont des robots qui se détruisent, s'en vont en pièces détachées. Si projeter sa machine à laver le linge contre sa machine à laver la vaisselle est un acte de violence, alors là, oui, Goldorak est violent. Je suis peut-être le seul que cette idée amuse, mais je comprends très bien que l'on puisse avoir le culte des machines et des gadgets. Ils sont le symbole, aujourd'hui, de la réussite sociale. Oui, il y avait une certaine violence dans certains de ces animés, mais reporter la responsabilité sur les animés en eux-mêmes ou sur TF1 qui ne filtrait pas nécessairement son contenu ne tient pas la route. Pourquoi ? Parce que l'animé qui a fait beaucoup parler de lui et qui a été jusqu'à être dépeint comme faisant l'apologie de la pédophilie, notamment au travers du personnage de Tortue Géniale, c'est Dragon Ball. Et Dragon Ball est un animé qui vise les enfants et les pré-ados. C'est un archétype du shonen neketsu, c'est-à-dire de la quête initiatique, de l'aventure avec un grand A.
A et qui inspira dans les décennies qui suivirent de nombreux autres animés et mangas tels que Naruto et One Piece. Finalement, le noyau du problème, qui est souvent mal identifié ou ignoré, c'est une question de définition de cette violence. Les adultes ne la voyaient pas là où elle était, ou attribuaient une nature violente à des éléments qui pour autant étaient bénins aux yeux des premiers concernés, les enfants et les ados. Les autorités semblaient alors avoir une conception binaire et simpliste de cette violence. Les personnages se bagarrent et il y a du sang, alors ce n'est pas pour les enfants, car ils ne sont pas armés psychologiquement pour faire face à cette imagerie, sauf qu'ils l'étaient. Les enfants sont autant armés que les adultes pour reconnaître une fiction complètement déconnectée de la réalité. Quel adulte est devenu violent parce que dans sa tendre enfance, il regardait Dragon Ball ou Ken le Survivant? Quel adulte est devenu un pervers sexuel parce que dans sa jeunesse, il regardait Jeanne et Serge ou qu'il a vu la culotte de Bulma quand il avait 8 ans? Le fait qu'un truc, par exemple, comme Goldorak, puisse me rappeler des saveurs d'enfance j'ai bien conscience que tout ça, c'est affectif. C'est pas Goldorak qui compte. C'est ce que je bouffais pendant, c'est les gens qui avaient dans la maison, pour certains disparus maintenant. Je sais qu'il y a tout ça. Mais ça, c'est une notion très personnelle de l'affection que je peux porter à Goldorak. C'est un tout. Malgré une hégémonie évidente, tel Icare, ils finirent pourtant par se brûler les ailes et tomber en disgrâce en seulement quelques années, voire en quelques mois. Comment alors ont-ils pu disparaître de manière aussi rapide et cinglante? L'inquiétude de certains parents a-t-elle pu suffire, à elle seule, à balayer leur succès? Ou y avait-il en coulisses des forces bien plus efficaces et une vraie volonté de les voir décamper des chaînes de télé? Si les animés étaient parfaitement compris, assimilés et appréciés des enfants et des ados, certains adultes y voyaient une incarnation du succès insolent du Japon, pays par ailleurs encore mal connu en Occident à la fin du XXe siècle, car très exotique et véhiculant le spectre de la Seconde Guerre mondiale. Cette image aliénante n'allait pas arranger les affaires de cette invasion télévisuelle. De fait, l'âge d'or des animés en France correspond également à une méfiance latente à l'encontre du pays du soleil levant qui véhiculait l'image d'une force exportatrice implacable. Le Japon incarnait en effet le succès de l'électronique grand public, du Walkman aux jeux vidéo qui arrivait doucement mais sûrement sur le devant de la scène. Et pour certaines figures de l'État français, cet insolent succès économique, et à travers lui le mode de vie japonais, était perçu comme une menace pour la civilisation européenne. Ainsi, Édith Cresson, femme politique d'importance puisqu'elle fut notamment Premier ministre de François Mitterrand entre 1991 et 1992, assimila par 2 fois les Japonais à des fourmis jaunes. D'abord en 1989, face au journal Times, où Cresson, alors ministre des Affaires européennes, qualifia les Japonais de « fourmis qui vous dévorent ». Elle réitéra en 1991 sur la chaîne américaine ABC au cours de l'émission Primetime Live où elle accusa les Japonais d'avoir des existences semblables à des fourmis dominées par le travail, ce qui était inacceptable pour les idées européennes de civilisation et de la bonne tenue des loisirs. Et cette idée de menace latente, tapie dans l'ombre, ne fera que grandir en parallèle du succès des animés. Ainsi, on peut distinguer 2 périodes qui donnèrent lieu à des polémiques. La première concerne l'arrivée du phénomène, centré autour de Goldorak. En effet, le robot d'acier fit très vite parler de lui en des termes peu flatteurs, avec des articles florissant ici ou là dans une presse qui semblait prendre le sujet très au sérieux, comme avec le fameux article intitulé Goldoraket du magazine Lui de mars 1979 que nous avons précédemment évoqué. L'article est à charge et il ne brosse pas le robot géant dans le sens du poil, pourtant alors très populaire en France. En effet, le dessin animé était présent sur les écrans français depuis environ 1 an déjà et il remportait un franc succès. Dans l'article, on peut notamment lire une métaphore militariste édifiante. Le harakiri, industrialisé. Certains sociologues spécialisés asiatiques, ça existe, soutiennent la thèse suivante.
Goldorak robot est un samouraï et ne peut être piloté par un simple mortel. Voilà pourquoi Actarus, son aéronaute, sera un extraterrestre qui devra se métamorphoser en Superman pour mériter de tenir les commandes. Il fait étrangement penser à ces kamikazes de la dernière guerre. Goldorak est lui-même un kamikaze. Vos enfants vous le diront. Il ne peut rejoindre sa fusée porteuse si elle vole à plus de 300 mètres d'altitude. Encore et toujours, ce rappel des avions suicides de ces héros à la poitrine ceinte de l'écharpe de soie frappée à la fleur de cerisier. Cette douce mythologie permet de faire oublier à ceux qui travaillent pour Goldorak que les objets qu'il façonne sont le fac-similé des héros de Star Wars, Rencontre du troisième type, Planète interdite et autres films de science-fiction américains. Qu'importe, les grandes firmes nippones connaissent la manière pour endoctriner à des fins commerciales une main-d'œuvre fataliste. Il ne faut pas oublier qu'il est déshonorant de changer plusieurs fois d'employeur. Au Japon, on entre dans une boîte à 18 ans. On n'en sort qu'à la mort, comme les kamikazes. On peut noter un autre exemple de cette méfiance avec un livre datant de 1981, écrit par la psychologue Liliane Lursa, intitulé « À 5 ans, seul avec Goldorak ». Ce livre recueille les témoignages d'une centaine d'enfants âgés de 5 à 6 ans qui parlent avec leurs mots à eux de Goldorak. La psychologue, elle, s'inquiète alors de ces mauvais modèles, jugés trop violents. Cela suppose à la fois une certaine idée des enfants, vus comme des pages vierges, et une certaine idée de ce qu'est la violence. L'URSA parle par exemple souvent du bruit et des explosions. Céline, 5 ans. Il fait peur, Goldorak? Oui, moi, il me fait peur à la télé. J'aime pas qu'il crie trop fort. Il pourrait t'attaquer? Oh non, il est que à la télé. Il peut pas sortir parce qu'il y a un carreau. S'il y avait pas de carreau, il pourrait sortir. Qu'est-ce qu'il ferait s'il pouvait sortir? Ben, il sortirait, il m'attaquerait, il donnerait des coups de pied. Il peut même attaquer mes parents, Goldorak. C'est le plus fort. Il me fait peur. Ça me fait toujours pleurer les yeux. Ce qui semble donc poser problème, c'est une sensation de nouveauté absolue, d'inconnu et d'étrangeté, quelque chose qui est mal compris, mal perçu et qui projette une ombre de dangerosité potentielle. Le tout est couplé à une méfiance encore viscérale vis-à-vis de la télévision dans la période post-68. Les dessins animés représentent un sujet particulièrement sensible car ils s'adressent massivement aux enfants qui incarnent l'avenir du pays. Passé cette première vague de méfiance et d'incompréhension, le rejet refait surface vers la fin des années 80 avec l'arrivée de la 5 de Berlusconi et de son catalogue d'animés japonais qui débarque alors en France. En Italie, la déferlante des robots géants pendant les années 70 renvoyait une image négative des animés, étant aux yeux des Italiens le porte-étendard d'une certaine violence. En conséquence de quoi, les achats d'animés se reportèrent sur des univers sportifs et romantiques perçus comme plus inoffensifs. Pour autant, le ciseau des censeurs s'activa beaucoup parce que même sans robots et bagarres, ces animés présentaient des histoires d'amour et des thèmes que les associations catholiques d'alors n'appréciaient guère. Scènes quelque peu dénudées ou équivoques, Jeanne rêvant de son amoureux, ou encore héroïne magique se transformant et laissant deviner une poitrine, autant de détails qui pouvaient poser problème. TF1, de son côté, alors récemment privatisé, confie à la société AB toute la gestion jeunesse avec un seul objectif, ne jamais faire en dessous de 3% de part de marché. Ils se fournissent donc chez les Japonais, où l'offre est abondante et bon marché, et ils savent que les enfants en sont friands. Mais les Italiens sont déjà passés par là. Ce qu'achète AB, c'est ce qui a été délaissé par son concurrent, essentiellement des dessins animés dits pour garçons. La chaîne va faire de certains animés comme les Chevaliers du Zodiaque ou encore Dragon Ball des fers de lance pour rassembler les petites têtes blondes. Mais ces animés apparaissent alors comme un changement radical et le divorce est définitivement consommé avec les animés plus anciens et dits plus inoffensifs comme Maya l'abeille et consorts. Ces héros animés vont alors subir les dommages collatéraux des critiques adressées aux chaînes privées, dont l'incarnation va être le fameux Club Dorothée qui, pour ses détracteurs, symbolise tout ce qu'ils craignaient dans la nouvelle télévision privée. Mais si les chaînes privées ne sont pas décidées à renoncer à un produit autant plébiscité par les jeunes, une véritable offensive est sur le point de se faire jour, ce qui, à
allait être le coup de grâce pour cette vague animée. Effectivement, au début des années 90, des personnalités politiques vont faire de ce sujet leur cheval de bataille et leur fond de commerce. Le cas le plus retentissant et qui allait marquer les esprits, c'est celui d'une jeune députée du Poitou, encore totalement inconnue, une certaine Ségolène Royal. Alors ça c'est votre amendement, mais alors qui va veiller au respect de cet amendement? S'il est accepté, il va rentrer dans la loi. Le CSA aura les moyens de faire respecter cela? Ce qui est prévu dans la loi en général, c'est que lorsque les chaînes ne respectent pas leurs obligations, il y a des sanctions qui sont prévues, notamment des amendes, qui peuvent aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires annuel? Chiffre d'affaires annuel, oui. C'est énorme. Donc c'est assez considérable. Donc je crois que pour répondre à la loi de l'argent, eh bien, répondons par les mêmes arguments et faisons peser une menace sur la rentabilité de ce genre de film. Pendant un moment, on évoquait le retour du carré blanc. Cela vous semble une bonne solution? Bon, c'est la moins mauvaise, c'est une des solutions. Je pense qu'elle est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle fait une publicité aussi un peu, et puis je crois qu'elle s'applique qu'aux films. Et on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Merci madame de votre... Et je ne dis pas ça parce qu'un jour je suis rentrée à la maison et mon fils de 3 ans et demi m'a dit « Maman, je te casse la tête !» Alors je lui ai dit « Bon, j'espère que tu vas me la recoller après. » Est-ce que la violence à la télévision, ça fait partie des choses les plus inquiétantes? Oui, je crois. Vous savez ce qui me frappe par exemple sur le débat qu'il y a eu sur le foulard, oui. Qu'est-ce qui est plus inquiétant pour les valeurs françaises ou européennes? Est-ce que c'est 3 filles qui portent un foulard et qui finissent par l'enlever? Ou est-ce que c'est le fait que tous les jours des millions d'enfants voient pendant 3 heures d'affilée des dessins animés japonais où l'on s'entretue, voient des séries policières américaines, sont imbibés d'une culture qui n'est pas la leur, qui véhicule quand même une idéologie de la force, de l'écrasement du faible, qui leur enlève toute norme, toute capacité de référence à ce qui est important, à ce qui l'est pas, à ce qui est grave, à ce qui l'est pas. Moi, je pense que c'est beaucoup plus grave, ça, ce qui se passe sur la télévision. Et tout le monde s'en fiche, parce que les enfants, c'est un public en or. Ils regardent tout, alors pourquoi se fatiguer? Les dessins animés japonais, à la mode. Il y a des enfants qui refusent parce qu'ils ont autre chose en fait. Oui, mais en même temps, il y a une telle domination de ce qu'il faut voir. C'est-à-dire que quand dans la cour de récré, on leur dit « Oh, t'as pas regardé les Chevaliers du Zodiaque, t'es un nul ». Le lendemain, il va regarder les Chevaliers du Zodiaque, même s'il est mort de peur. Je me demande si c'est réellement dangereux, parce que il y a 2 choses. Il y a que la violence, y compris chez les enfants, existait avant l'existence de la télévision. La violence existait dans les contes. Moi, on me racontait la chef de Monsieur Seguin, je pleurais. Oui. Le petit poussé, c'est pas rien. Des parents qui abandonnent et qui tuent leur môme parce qu'ils n'ont pas les moyens de le nourrir. C'est quand même pas des trucs pour s'endormir. Et on le faisait. Alors il y a ça. Et deuxièmement, je me dis, les enfants sont capables, comme vous le dites, de revenir à autre chose si on leur propose immédiatement. J'ai vu des enfants dans des cirques, parce que je vais souvent au cirque, s'émerveiller devant des choses d'une simplicité, d'une poésie. Et pourtant, c'était sans doute les mêmes enfants qui regardaient Goldorak ou je ne sais quoi. Oui, mais et d'ailleurs c'était même utile, puisqu'on sait bien que la psychanalyse des contes de fées a quelque chose d'utile. C'est-à-dire que l'enfant a besoin d'avoir peur, il a besoin d'avoir les méchants, les gentils, le gentil qui gagne, le méchant qui perd. C'est très sécurisant, il réclame des monstres et tout ça. Mais je crois que c'est une question de quantité, et c'est une question de variété. Et aujourd'hui, il y a un modèle unique, qui est le modèle où on se cogne dessus, où on s'étripe, on se décapite, où on s'arrache la langue. C'est inouï quand même. Mais c'est vrai tout ça, là, parce que moi j'ai pas regardé ces programmes. Oui, je cite dans mon livre, je décris certains dessins animés, c'est quand même effroyable, quoi. C'est l'apologie du meurtre, et puis c'est surtout l'apologie du héros violent. C'est-à-dire que traditionnellement, le héros, il est plus intelligent, ou plus malin, ou plus gentil, même s'il cogne de temps en temps. Là, on a une apologie du héros violent, c'est-à-dire le Bioman, il tue autant que les méchants. Muscleman, c'est l'apologie du meurtre. Le gentil, c'est celui qui a réussi à tuer son adversaire. Donc je crois qu'il y a un problème aussi de quantité, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus que cette référence-là, cette référence du dessin animé japonais ou du policier américain qui cogne, qui tabasse, du trafic de drogue, des viols l'après-midi, je crois qu'il y a un problème d'overdose, quoi. C'est plus possible.
Aujourd'hui, les gosses dans les écoles, ils s'amusent à je te pique avec une seringue qui porte le sida. Enfin, il y a quand même des jeux qui ont été recensés dans les cours d'école qui sont quand même assez inquiétants. Vous croyez que quand ils jouaient à se tirer dessus avec des faux pistolets ou des bouts de bois qui servaient de pistolets, c'est une question d'époque. Le sida n'existait pas. Aujourd'hui, on fait avec la seringue. Je pense qu'il y avait une variété des choses. C'est-à-dire qu'avant, la télé, je veux pas non plus avoir d'une grand-mère qui est la nostalgie de la télévision d'autrefois. Mais écoutez, quand il y avait quand même tout ce qu'on a connu et tout ce qu'ont connu même les jeunes d'aujourd'hui de 20 ans, il y avait Saturnin, il y avait le Manège Enchanté, il y avait Mon ami Flicka, il y avait le Théâtre de Santelli. Il y avait Belle et Sébastien, il y avait aussi du rêve, de la tendresse. Je dis à un moment dans mon livre, les enfants ont droit à la beauté. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'ont même plus droit à la beauté. Il n'y a même plus cet effort de beauté, ce respect des sentiments. Parce que ce que l'enfant aime, c'est vrai, c'est avoir peur. D'ailleurs, les Japonais le savent bien. S'ils ont fait des dessins animés aussi violents, aussi choquants, par la couleur, par la musique, par les personnages, des choses aussi brutales, aussi schématiques, c'est parce qu'ils savent que l'enfant est fasciné par la peur. Ces différentes interventions, ainsi que les réactions et commentaires qu'elles suscitent, témoignent dans l'ensemble d'une grande méconnaissance du sujet, car on y retrouve beaucoup de jugements à l'emporte-pièce et d'amalgames. Mais cette présence médiatique croissante finit par avoir de vraies conséquences et dépasser le simple cadre des débats télévisés, aussi maladroits et mal renseignés fussent-ils. De fait, en 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, véritable cerbère du petit écran français, inflige à TF1 une très lourde sanction à cause d'un épisode de Dragon Ball. Outre l'amende infligée, la chaîne doit également diffuser un message du CSA avant le 20h sans aucune modification ni aucun commentaire. Mais pour Ségolène Royal, cela ne suffit pas, et désormais elle milite pour une loi de moralisation qui sera finalement rejetée par le Parlement. Pour autant, sa détermination finira quand même par un renforcement des quotas de production et de diffusion. Ségolène Royal ira même jusqu'à écrire un livre sur le sujet, le ras-le-bol des bébés zappeurs, et c'est alors un véritable bras de fer qui s'engage entre elle et Dorothée par médias interposés. Il y a eu l'affaire Ségolène Royal. Qui? Ségolène Royal, c'est une dame qui a écrit un livre qui s'appelle Le ras-le-bol des bébés zappeurs, où elle disait que c'était pas bien que les enfants regardent Dorothée, tout ça. Tu t'en souviens de ça quand même? Oui, bien sûr. Et puis tu sais ce qui s'est passé quand même, on t'en a déjà parlé. Un jour, il y avait une émission de Dorothée, du Club Dorothée, et il y avait Ariane et Corbier qui vidaient une poubelle comme ça, il y avait un livre de Ségolène Royal dedans. Est-ce que tu crois que c'est bien de se servir de la télévision pour répondre aux gens qui vous ont attaqué? C'était pas méchant. C'était pas méchant? On a montré son livre à l'antenne, ça fait de la pub gratuite. Ah bon, donc tu crois qu'elle était contente? Un bouquin, qu'est-ce que ça? Ségolène Royal. D'abord, c'est bien nul ça. Non là, allez, poubelle. Au début des années 90, la 5, elle, se saborde et c'est AB qui rachète tous ses dessins animés. Mais à partir de là, AB n'achète déjà plus de dessins animés au Japon. Le Club Dorothée est passé à autre chose. Au total, on dénombre plus de 30 sitcoms produites sur une dizaine d'années. TF1 remplissait ses obligations de production et de diffusion d'œuvres d'expression française, avec des programmes a priori inoffensifs et qui ne prêtaient plus le flanc aux sanctions du CSA. On assiste également à un changement plus global. Ce ne sont plus les parts de marché en elles-mêmes qui importent, mais le type de public. D'ailleurs, AB ne gère plus l'unité jeunesse, mais l'unité familiale. Les plus jeunes n'intéressent plus vraiment les chaînes, qui sont perçues avant tout comme des consommateurs de jouets. En 1997, Dorothée est renvoyée. La parenthèse se referme et les dessins animés japonais disparaissent presque totalement des grandes chaînes, hormis des rediffusions sporadiques centrées sur des œuvres familiales ou surfant sur la nostalgie. L'époque des visiteurs du mercredi, de Récréa 2 et du Club Dorothée est désormais révolue. Je me souviens d'une phrase de Jean-Luc Azoulay, grand philosophe devant l'éternel, qui nous avait dit un jour, dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura un type qui sera président de la République et qui dira « Ah ben quand j'étais enfant, je regardais le Club Dorothée ». Et cette phrase est tout à fait symptomatique de ce que nous étions et de l'importance qu'avait cette émission. Tout le monde la regardait. Aujourd'hui, il y a pratiquement que de la nostalgie quand les gens vous abordent. Je le dis assez souvent que moi, ce qui m'émeut, c'est les grands gaillards comme ça qui font 1,90 et qui me disent « ce qu'il fait quand j'étais petit ». Forcément, c'est charmant, quoi. La phrase magique, c'est « tu as bercé mon enfance ». Et c'est toujours très gentil, très émouvant, il n'y a pas d'agression.
Jamais on m'a traité, jamais on m'a dit « ouais, Jackie, ringard et tout », jamais. C'est comme si on s'était pas quitté. Il n'y a pas eu cet arrêt de 97 à maintenant. C'est comme s'il n'y a pas eu d'arrêt, en fait. On s'était vu la veille. Et c'est très touchant. C'est souvent des gens entre 30 et 45 ans et qui se remémorent leur enfance. Et quand tu te rappelles de ton enfance, c'est obligatoirement une émotion, quoi. C'est clair, net, c'est sympa. Vous nous manquez, ça, oui. Bon. Ça, je me fais engueuler parce que... désolée. Je suis contente. C'est sympa. Ça met du baume au cœur. C'était une belle histoire. 2 ans plus tard, Pokémon est le seul nouveau dessin animé japonais qui réapparaîtra sur les écrans. Mais il provient en réalité des États-Unis, où il a été soigneusement adapté. La série débute en effet sa diffusion en 1997 au Japon, mais en 1998, 4Kids Entertainment, une société américaine de production de films et de séries télévisées, est approchée par Nintendo of America afin de traduire la série télévisée pour le public américain. Nintendo of America et Warner Brothers s'associent pour introduire la série aux États-Unis grâce à une campagne de publicité massive. La série a été alors américanisée et servira de base aux versions mondiales, y compris pour la France, qui commencera à diffuser Pokémon en 1999 sur Fox Kids, puis en 2000 sur TF1. L'exception culturelle franco-italienne est terminée, mais elle a laissé des traces durables et semé des graines qui vont germer. 40 ans après l'arrivée de Goldorak dans l'Hexagone, la France est devenue l'un des plus grands marchés du manga au monde. Le magazine officiel du Club Dorothée avait commencé à tâter le terrain, mais c'est surtout avec la publication de Dragon Ball que le rouleau compresseur va être lancé. Cette émergence correspond à la période où les animés ont été évincés de la télévision et les générations d'enfants qui ont grandi dans les années 80, à présent adultes ou presque, ne veulent pas laisser disparaître leurs héros du goûter. Magazines, éditeurs, boutiques et librairies se développent alors dans les années 90 avec en coulisses un public qui ne demande qu'à prolonger sa relation avec tous ces personnages chers à son cœur. En 1999, cet engouement qui ne cesse de croître donnera lieu à la création de la Japan Expo de Paris, qui est à ce jour l'une des plus grandes manifestations manga et animés au monde. Les années 90, c'est aussi l'arrivée en France des premiers longs métrages d'animation japonais au cinéma, comme Akira. Le film réalisera un peu plus de 100 000 entrées, dont 40 000 en région parisienne. Jusqu'alors, chez nous, le cinéma d'animation était presque exclusivement synonyme de film Disney. Mais désormais, ce sont des adultes qui vont voir des dessins animés sans enfants, ce qui était impensable pour les générations précédentes. Et le clou sera d'autant plus enfoncé avec le mastodonte Miyazaki et son studio Ghibli, qui vont vite accéder à une reconnaissance internationale. Le premier film du studio à sortir en salle française sera Porco Rosso en 1995, soit 3 ans après sa sortie japonaise. Le film fera chez nous pas loin de 170 000 entrées, avec seulement 15 copies. Il recevra un excellent accueil critique, et on retrouvera d'ailleurs un acteur français très renommé, Jean Reno, au doublage du héros porcin. Les générations Goldorak répondent donc présentes, et les animés semblent être définitivement enracinés dans leur culture, même s'ils viennent pourtant d'un lointain pays, quelque part dans le Pacifique. Et Miyazaki ne va pas lâcher l'affaire, puisqu'en 2002, il reçoit l'Ours d'Or de Berlin du meilleur film pour son voyage de Chihiro, et c'est d'ailleurs le premier film d'animation à obtenir cette récompense. L'année d'après, il remporte également l'Oscar du meilleur film d'animation, toujours pour le voyage de Chihiro. Autre exemple de l'empreinte laissée par cette vague animée, avec le groupe français Daft Punk, qui en 2003 sort pour son deuxième album studio un film d'animation musicale, Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. Le film, produit par la Toei Animation, utilise l'art graphique de Leiji Matsumoto, le créateur, entre autres, du célèbre Albator. Donc bien évidemment, le résultat parle à des millions de Français et d'Italiens. Enfin, comme un ultime pied de nez revanchard, on pourra noter l'exposition de Takashi Murakami
au château de Versailles en 2010. L'artiste contemporain y afficha une juxtaposition entre le monde de la bande dessinée colorée et l'environnement traditionnel du palais rococo. Les héritiers de Goldorak n'auraient pas pu rêver d'un tel mélange surréaliste. En conclusion, on peut dire que cette invasion pacifique, autrefois vue comme une menace par certains, représente aujourd'hui une chance historique de se rapprocher pour deux cultures qui sont pourtant tellement différentes l'une de l'autre. Ces animés ont de fait semé des graines qui ont su fleurir en dehors du poste de télévision. Pour ces générations massivement exposées aux aventures d'Actarus et de tous ses copains, les conséquences furent encore plus profondes que leurs détracteurs ne l'avaient imaginé. Qui pourrait dire aujourd'hui ce que serait le paysage de la BD en France si cette vague animée n'avait pas eu lieu? Pour toute leur qualité, serions-nous toujours limités aux Astérix, Tintin et autres Gaston Lagaffe, sans oublier les comics américains? Combien d'univers, de personnages, d'auteurs et de réalisateurs nous seraient restés hors de portée ou inconnus, appartenant à un art de niche exclusivement réservé aux japonophones? Combien de librairies et de boutiques spécialisées n'auraient jamais vu le jour chez nous sans les rôles joués par Candy et Albator? C'est donc avec une douce ironie que l'on peut constater qu'à bien des égards, comme le craignaient les censeurs et autres dénigreurs, que cette vague animée a finalement rendu les Français plus japonais que jamais.